Tout d'abord, merci au laboratoire Sanofi pour leur invitation, merci pour la CIFAL et encore merci pour vous, pour votre assistance. Pourquoi on a besoin de vous? Pourquoi nous, médecins praticiens, nous avons besoin du pharmacien ou du docteur en pharmacie dans la prise en charge du diabète de type 2 ou de patients hypertendus? Au cours de ma présentation, je vais vous présenter les spécificités algériennes, pour quels sont les objectifs de l'éducation thérapeutique et quel serait l'apport du docteur en pharmacie dans son officine dans la prise en charge du diabète de type 2 et de l'hypertension artérielle. Tout d'abord, voilà mon plan. Juste un moment. Alors, deux pathologies fréquentes, deux pathologies qui exposent à des complications cardiovasculaires, deux pathologies qui portent cette notion d'épidémie. En médecine, l'épidémie était un mot réservé aux maladies infectieuses. C'est une épidémie du choléra, c'est une épidémie de la fièvre typhoïde. Alors que maintenant, on utilise le terme épidémie pour l'obésité, épidémie du diabète, et que ce terme-là, avec une connotation tout à fait péjorative, explique la manière extensive de cette pathologie dans le monde et aussi dans les pays émergents, dans l'Algérie. Alors, quels sont les chiffres? Je suis toujours en attente de ma présentation, en fait. Alors, quels sont les chiffres? Les chiffres en Algérie sont alarmants. Je vais vous apporter une étude sous l'office du ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'étude Stepways. Cette étude qui remonte à une année maintenant, 2 ans pour avoir les résultats, est une étude sur les facteurs de risque en Algérie. Et premier constat, chose qu'on ne s'attendait pas beaucoup, c'est la prévalence du diabète de type 2. Le diabète de type 2, il y a quelques années, oscillait en prévalence entre 10 et 12%, et on s'attendait à ce 12%. Mais en réalité, ce qu'on retrouve, c'est que la prévalence du diabète de type 2 en Algérie, elle est de 14,4%. Et c'est énorme. Concernant l'hypertension artérielle, la prévalence de l'hypertension artérielle en Algérie, elle est aux alentours de 23,9%. Et là aussi, si je schématise, un Algérien adulte sur 4 est hypertendu. Si je vous prends ici face à moi, j'estime qu'il y a au minimum 4 hypertendus dans cette assistance. Et c'est que c'est une pathologie très fréquente. Maintenant, ces deux pathologies sont aussi concomitantes. Quand on est diabétique de type 2, on a 50% de malchance de devenir hypertendu. Et quand on est hypertendu, on est aussi à 50% de malchance de devenir diabétique. Les deux pathologies, c'est des pathologies chroniques. Et quand on utilise le terme chronique, c'est que la prise en charge va durer dans le temps. Et il n'y a pas plus difficile que prendre un traitement au long cours. Au cours de l'hypertension artérielle, le premier taux, ah ben c'est bien, j'attends le retour. Alors, ça c'était l'hypertension artérielle en Algérie, ça c'est la problématique majeure. Sur 100 patients hypertendus, 50% n'ont pas de diagnostic. 50% ne sont pas diagnostiques hypertendus. Autrement dit, si je suis toujours devant des patients hypertendus, la moitié ne le sait pas. C'est des pathologies qui évoluent à bas bruit et par conséquent, c'est un diagnostic méconnu. Sur les 50% qui se savent hypertendus, eh bien là, 42% sont traités, 60% ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'il n'y a pas forcément de symptômes. L'hypertension artérielle est un diagnostic manométrique. Je peux avoir pas de vertige, pas de signes cliniques alors que je suis hypertendu. Ce qui fait que l'apport de la thérapeutique n'est pas évalué sur des symptômes. Il n'y a pas d'amélioration des symptômes. Et 50% des hypertendus arrêtent leur traitement au bout d'une année. Et sur les 50% qui prennent un traitement, c'est 42%, seulement 21% sont équilibrés. Alors problématique, pathologie fréquente, mal diagnostiquée parce qu'un patient sur 2 ne l'est pas, et ceux qui le sont ne sont pas tous traités. Et ceux qui sont traités
ne sont pas équilibrés. Voilà la problématique. Pour le diabète, c'est une épidémie. Je vous ai donné déjà les chiffres en Algérie, mais aussi j'ai un autre problème. Le diabète est une maladie insidieuse qui évolue dans le temps. Au moment du diagnostic du diabétique de type 2, je parle, c'est la pathologie la plus fréquente, 21% ont déjà une atteinte rétinienne au moment du diagnostic, ce n'est pas au cours de l'évolution. 3% ont une aisance rénale, 12% une neuropathie et 20% déjà une dysfonction érectile. Pour vous dire que le diabète peut passer pendant des années non diagnostiqué et le diagnostic va se faire à un moment où il y a déjà des complications. Enfin, pourquoi les deux pathologies évoluent? Pourquoi? L'évolution de la pathologie, elle n'est pas spécifique à l'Algérie, c'est mondial. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et le boom économique, l'amélioration des conditions de vie, l'accès à la nourriture, les voitures, le transport, la climatisation, tout ça favorise l'obésité. L'obésité est le problème ovin, c'est la cause principale de ces pathologies chroniques. L'obésité fait le nid de l'hypertension artérielle, fera le nid de l'hypertension, du diabète, mais aussi de la dyslipidémie. Alors, on a besoin, avant de parler de prise en charge, de définir la pathologie. Si je veux partager quelque chose avec vous dans votre pratique, c'est avoir des chiffres. Les pathologies ne sont pas définies par des symptômes, elles sont définies par des seuils de diagnostic qui sont chiffrés. Comment définir un diabète? Oui, je peux avoir un syndrome polyrythmique, je peux me lever le soir, je peux perdre du poids, je peux avoir des symptômes, mais le diagnostic n'est posé qu'avec un prélèvement sanguin et pas avec une glycémie capillaire. Le prélèvement sanguin, la définition est une définition mathématique de glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 ou une glycémie veineuse à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 grammes avec des symptômes ou une hyperglycémie provoquée par voie orale à 75 grammes de glucose après 2 heures, je suis au-delà de 2,5 à 2, pardon. Et enfin, le diagnostic peut aussi être posé par l'hémoglobine glyquée, qui est le témoignage d'une moyenne glycémique durant les 3 mois, qui est, si elle est supérieure ou égale à 6,5, c'est un diabète. Alors, le diagnostic n'est pas lié aux symptômes, le diagnostic n'est pas lié à votre appréciation, il est lié à une prise veineuse avec chiffres qui doivent être vérifiés. Ce diagnostic fait, pour poser le diagnostic de type 2, on a quelques stigmates cliniques. Le type 2, c'est ce qu'on appelait avant le diabète non insulinodépendant, qu'on appelait avant le diabète mûr. C'est des sujets qui sont relativement en surpoids ou obèses, qui ont des antécédents familiaux de diabète, qui sont inactifs. Et tous ces paramètres-là exposent ces sujets à développer un diabète de type 2. Ça prend du temps. Si je vous montre ça, c'est que j'ai un objectif. Voilà le moment où on fait notre diagnostic de diabète. En rouge, c'est la dégradation progressive de la sécrétion d'insuline. Mais pendant des années avant, alors qu'il n'y a pas de diabète, on a des modifications de la sécrétion bêta, de la cellule bêta pancréatique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais avoir une insulinorésistance. Je suis en excès pondéral. J'ai une obésité. Mon insuline, elle est là, mais elle ne fonctionne pas correctement. Mais mon pancréas n'est pas malade. Mon pancréas va répondre en sécrétant plus d'insuline. C'est ce que vous voyez en rouge. En rouge au départ, c'est-à-dire qu'il va avoir une hypersécrétion insulinique qui va arriver à garder une glycémie normale. C'est au moment où le pancréas va s'épuiser. Et quand il va s'épuiser, il va dire « basta, bzef ». Moi, je n'arrive plus à travailler dans un sur-régime. Et c'est à ce moment-là que le diabète de type 2 va être diagnostiqué. Alors, la question intéressante, est-ce qu'on peut agir avant? Est-ce qu'on peut agir avant que le diabète soit là? La réponse est oui, je vais vous l'apporter dans quelques minutes. Le prédiabète.
avant qu'on arrive au diabète, il y a une phase qui est prédiabétique. C'est une glycémie à jeun entre 1 et 1,26 et une glycémie post-charge qui est inférieure à 2. C'est comme ça qu'on va définir un état prédiabétique. Concernant l'hypertension artérielle, je partage avec vous les recommandations de 2018 qui sont toujours de rigueur. Un chiffre qu'il faut garder, au-delà de 140 ou de 90 et ou de 90 de diastolique, 140 pour la systolique, 90 pour la diastolique, c'est une hypertension artérielle, systolique ou diastolique ou les deux. Quel que soit l'âge. Il n'y a pas de spécificité dans le diagnostic du sujet âgé. J'entends souvent mes collègues qui me disent « Non mais il est âgé, je respecte les 160 ». Non, le diagnostic d'hypertension artérielle se fait en dehors. C'est 140-90, quel que soit l'âge, systolo-diastolique, et voilà les recommandations. Maintenant, je partage avec vous une autre notion. La notion, trois situations. Dans ma consultation, je peux trouver le patient avec des chiffres tensionnels élevés et le patient aussi retrouve cette notion ou apporte cette notion chez lui. C'est une hypertension artérielle réelle parce que je suis dans mon cabinet et chez lui avec des chiffres tensionnels élevés. Mais je peux aussi avoir des chiffres tensionnels dans ma consultation élevés alors que mon patient n'a pas de chiffre tensionnel par ailleurs, et là j'évoquerai éventuellement l'effet blouse blanche. Ce qui est dangereux, c'est la troisième situation. C'est que moi dans ma consultation, mes chiffres tensionnels sont corrects, alors que mon patient est hypertendu. Et c'est là où vous pouvez nous aider. Parce que votre prise, elle se fait en dehors d'un cabinet. C'est vrai que vous portez une blouse et par conséquent, on ne peut pas éliminer l'effet blouse blanche, mais c'est toujours une prise en dehors d'une consultation médicale. Deuxième élément, c'est les conditions de prise tensionnelle. La prise tensionnelle doit se faire au calme, pas comme ici maintenant. La prise tensionnelle doit se faire avec un repos de 10 à 15 minutes, même assis. 30 minutes, il n'a pas fumé, il n'a pas pris de café. Vessie vide. Chambre qui est à une température ambiante correcte et que les vêtements ne soient pas serrés. Et enfin, un brassard adapté. C'est les conditions de prise tensionnelle. Deuxièmement, les tensiomètres électroniques sont favorisés, sont mieux que ce qu'on faisait avant manuel. L'huméral, c'est des recommandations ce que je vous présente. L'huméral est mieux que le radial. Le diagnostic et le suivi se fera plus avec huméral et électronique. Bien sûr, il faut que l'appareillage soit validé. C'est ce que vous avez d'habitude de voir, un cœur rouge avec juste cette confirmation que l'appareil est validé pour le diagnostic et le suivi. Enfin, la pression doit être prise au niveau du bras et le bras soutenu. Le bras doit être au niveau cardiaque. C'est vrai pour l'huméral, mais si par malheur non, mais si mon patient a un tensiomètre au niveau du brassard, la prise va se faire en bras croisés. Le bras, c'est au niveau du cœur avec le tensiomètre radial. La prise ne se fait pas une seule fois, mais elle se fait à 3 mesures. 3 mesures le matin, juste avant le petit-déj, vessie vide, et 3 mesures le soir, avant de coucher. Et entre les deux prises, c'est 2 à 3 minutes, entre les 3 prises. Les prises doivent être notées sur un relevé d'automesure, et c'est la moyenne soit des 3 prises, soit des 2 dernières, qui nous permet de faire le diagnostic ou bien le suivi. Cette automesure peut être non pas concurrencée, mais complémentaire à la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est, elle, un appareil qu'on place chez le patient qui va prendre la tension artérielle pendant les 24 heures. Il n'y a pas de supériorité de la MAPA par rapport à l'automesure sur le diagnostic et le suivi. La supériorité, elle est pour les chiffres du soir. L'automesure ne me permet pas de mesurer ma pression artérielle la nuit, alors que la MAPA me donne les chiffres de la nuit et par conséquent me permet de donner une autre notion de deeper et de non-deeper. Ceux qui abaissent les chiffres tensionnels la nuit, qui sont
un meilleur diagnostic, qui ont un meilleur diagnostic par rapport à ceux qui n'arrivent pas à l'abaisser. Les chiffres de diagnostic ne sont pas les mêmes. Quand je fais une mesure au niveau du cabinet, c'est le 140-90. Quand je fais de l'automesure chez moi, c'est le 135-85. Quand je fais une MAPA, c'est le 130-80. Les seuils de diagnostic ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut et comment vous pouvez nous aider? Quel est votre apport? D'abord, prévention. À ma question, vous êtes juste face à moi, est-ce qu'on peut éviter le diabète? Si je suis en prédiabète, je vais développer mon diabète, est-ce que je peux, dans cet état-là, revenir en arrière et retarder, si ce n'est pas éliminer ce risque de diabète? Oui ou non? Eh bien, la réponse, elle est oui. Et je vais partager avec vous une très belle étude, Diabetes Prevention Program. C'est une étude qui a été réalisée chez des sujets qui sont obèses, avec un IMC, un index de masse corporelle, poids sur la taille au carré, qui est de 34. C'est des patients qui sont en prédiabète, glycémie à jeun. Glycémie à jeun, elle est de 1,06. Glycémie postprandiale, elle est de 1,65. Bref, c'est des patients en prédiabète. Plus de 3200 patients ont été divisés en 3 groupes. Un premier groupe, on lui a dit ce qu'on a l'habitude de dire. Essayez de bouger un petit peu plus. Faites du sport. Faites ou marchez 30 minutes par jour. Essayez de perdre du poids. Et avec cette notion et ce terme qu'on a la faculté d'utiliser, chouïa. نقص شوية. هبط في البوا شوية. كون غير تبدا تمشي شوية. Ces recommandations, c'était le premier groupe, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec nos patients. Le deuxième groupe, il va bénéficier des mêmes recommandations, mais on va donner aussi de la metformine 2 fois par jour, metformine 850 2 fois par jour. Le troisième groupe, ça sera de l'intensif. On aura comme objectif de faire perdre 7% du poids. Pour une personne qui fait 100 kg, on va essayer de lui faire perdre 7 kg sur 3 ans avec un coaching. On fait 150 minutes d'activité physique par semaine. Et bien sûr, ce groupe-là a été coaché régulièrement pour qu'il soit toujours motivé. Évaluation au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, les résultats sont là. D'abord, sur le poids, il y a une meilleure perte avec le troisième groupe parce qu'il avait perdu les 7% du poids. Mais surtout, il fallait donner de la metformine à 13 personnes pour qu'une personne évite le diabète. Mais quand on perd 7% du poids, sur 6, une personne évite le diabète. Oui, on arrive à éviter le diabète si on perd 7% du poids initial. Chez des sujets en prédiabète, c'est-à-dire ils sont déjà là, juste à côté pour le diabète. Ça, c'est les recommandations des sociétés savantes. En prédiabète, faites perdre 7% à vos patients, 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Deuxièmement, le dépistage. Je vous ai dit que c'est des pathologies qui sont silencieuses, insidieuses, et par conséquent, on peut passer à côté du diagnostic. Pour l'hypertension artérielle, prise régulière de tension artérielle. Pour le diabète, on ne peut pas faire un dépistage de masse, mais on fait un dépistage ciblé. Sur quelle base on cible? On cible d'abord les sujets à risque. Je peux me limiter à des critères obèses, âgés, supérieurs à 45 ans, des antécédents familiaux de diabète, si la femme a déjà eu de gros bébés, si la femme a fait un diabète gestationnel, c'est des sujets à risque chez qui on va chercher le diabète. Mais on peut aussi faire autre chose, c'est d'évaluer le risque avec le score finlandais. Ce score finlandais a été validé même en Algérie. C'est des questions cliniques avec un petit bilan. Question, quel est votre âge? Et en fonction de la tranche d'âge, on met une notification, une cotation. Est-ce que vous avez dans votre famille un patient diabétique de premier degré, père, mère, frère, sœur, ou non, lointain, ou vous n'en avez pas? Et là aussi, on fait une connotation.
Troisième question, votre tour de taille. Chez l'homme, s'il est supérieur à 102, on va mettre 3 points. Chez la femme, elle est plutôt 4 points. Chez la femme, si elle est plus de 88, on va mettre 4 points. Est-ce que vous pratiquez une activité physique régulière, c'est-à-dire une marche de 30 minutes au minimum? Oui, 0, mais pas, c'est 2 points. Est-ce que vous consommez régulièrement des fruits et des légumes? Oui ou non? Et enfin, est-ce que vous avez pris un traitement pour la tension? Est-ce que vous avez déjà des glycémies élevées? Et est-ce que vous êtes obèse ou pas? Au bout de ces critères qui sont cliniques et à l'interrogatoire, on peut classer le risque de diabète au bout de 10 ans. Est-ce que je suis face à quelqu'un qui est à très haut risque, à risque faible ou à risque très élevé? Maintenant, on revient au sujet qui vous intéresse le plus et dans lequel vous êtes de plus en plus intégré, l'éducation thérapeutique. Mais c'est quoi l'éducation thérapeutique? Quelle est son utilité pour les maladies chroniques? Comment on va la faire? L'éducation thérapeutique, c'est comment donner les outils aux patients dans une maladie chronique, asthme, diabète, HTA, obésité, quelle que soit la maladie, les outils nécessaires pour qu'il gère lui-même sa maladie. C'est-à-dire qu'il va devenir autonome, qu'il va comprendre mieux sa pathologie, mais surtout qu'il va adhérer à son traitement et par conséquent, il va avoir des résultats. Cette éducation thérapeutique, ce n'est pas juste rencontrer quelqu'un et va lui dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est un traitement ou plutôt une démarche qui va être basée sur un diagnostic, sur des objectifs, sur une évaluation. Pourquoi vous êtes les mieux placés? Parce que vous êtes neutre dans la prise en charge. Vous êtes des experts du médicament, vous n'êtes pas les prescripteurs et vous êtes là pour expliquer au patient qui vient vous voir, qui a déjà une relation de confiance, quelle est et comment il va utiliser ce médicament. Est-ce qu'il a besoin de ce médicament? Quelles sont les limites? Et par conséquent, vous avez une relation particulière avec le patient que le médecin n'a pas forcément. Le médecin, je suis acteur de l'action. Je vous donne l'exemple de l'insuline. Moi, je mets de l'insuline. Si je mets de l'insuline, c'est que sur ma décision, bien sûr en collaboration avec le patient, alors que vous ne l'avez pas pris cette décision. Vous allez justifier la décision. Vous allez expliquer le pourquoi. S'il y a une nécessité d'insuline, pourquoi on est arrivé à ça? Et par conséquent, je m'excuse, mais vous avez le bon rôle. Vous avez le bon rôle. Le médecin a le mauvais rôle parce qu'il annonce, il met le traitement et il insiste sur la prise en charge globale. Deuxièmement, vous êtes des médiateurs. Vous êtes le pont entre le corps médical et le patient. Il y a des freins parce qu'on va vous demander de donner de votre temps, de faire un diagnostic, de faire une évaluation. Et on peut, et vous pouvez, et c'est compréhensible, avoir des freins. D'abord, le manque de temps, le manque de personnel, le manque de formation, parce que vous êtes obligé d'être formé dans cette éducation thérapeutique. Manque de confidentialité. Vous êtes face à un patient devant d'autres patients qui sont là pour être servis dans leur traitement. Manque de confiance. Parce que est-ce que je suis bien habilité pour faire passer ce message? Et enfin, quels sont les moyens de communication? On change de rôle. On change de rôle. On vous demande d'être dans la communication, dans l'écoute active. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette capacité d'écouter le patient, de le diriger, même si vous êtes déjà auparavant en contact avec les maladies chroniques et vous avez très bon relationnel. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est plus profond. Cette éducation thérapeutique, au total, c'est on va donner au patient le savoir. Lui, il va apprendre le savoir, mais aussi comment il va le faire. Mais le plus important, comment il va savoir être, comment je vais passer du savoir et savoir-faire à une implication. Je vous donne un exemple. Savoir-faire prendre sa glycémie. Ça, c'est savoir comment le faire. Deuxièmement, vous allez me donner l'outil. Si j'ai une hypoglycémie, qu'est-ce que je vais faire? Et par conséquent, j'ai appris à travers vous comment je fais mon diagnostic, c'est le savoir et savoir-faire, et qu'est-ce que je vais faire si j'ai un résultat en faveur d'une hypoglycémie. C'est à ce moment-là que
Cette éducation thérapeutique donne l'outil au patient. Pour cela, il faut faire une évaluation sur chaque paramètre indépendamment, faire un diagnostic. Il sait faire la glycémie, mais il ne sait pas s'adapter. Il ne sait pas examiner ses pieds. Il ne sait pas faire la prise médicamenteuse correctement. Bref, un diagnostic éducatif. Le médecin, plutôt vous et le malade, doivent avoir un contrat. Ce n'est pas une rencontre, c'est plusieurs rencontres pour arriver à un résultat. Et enfin, évaluer ce que le patient a appris. C'est très important. Pour cela, rencontrer, comprendre, écouter, connaître votre patient, c'est la première étape. Deuxièmement, votre diagnostic éducatif. Ça peut prendre une séance individuelle, 45 minutes. C'est un entretien semi-directionnel, semi-directif. Vous allez l'orienter progressivement vers un thème particulier. Comment vous faites votre insuline? Est-ce que vous changez des lieux? Si vous la faites, elle est douloureuse. Est-ce que vous changez votre aiguille? Vous l'écoutez? C'est quoi l'appréhension? Si vous avez du sang, bref, un diagnostic d'abord à l'écoute et ce qu'on appelle attitude encourageante. Vous avez bien fait, on peut améliorer encore. Temps de parole orienté pour le patient. Et enfin, recentrez toujours le patient sur votre diagnostic éducatif. S'engager. On ne peut pas faire un travail avec un patient qui ne s'engage pas à apprendre et à être libre à gérer sa pathologie. Et enfin, vous avez besoin de ce contrat de compétences. Qu'est-ce que je peux lui transmettre? Dans quelle durée? Et ce qui est important encore plus, c'est les moyens. Vous êtes là, l'industrie pharmaceutique, elle est aussi là. Elle peut apporter les moyens d'éducation thérapeutique. C'est ce qu'on appelle les outils pédagogiques. Soit des plans, soit des cartes, soit tout ce qu'on utilise pour comprendre et faire comprendre le message, c'est des outils pédagogiques. Le plus souvent, c'est l'industrie pharmaceutique et les laboratoires qui nous aident souvent dans cette éducation et pédagogique. Enfin, on ne peut pas lui transmettre un savoir sans l'évaluer. Parce que l'évaluation, c'est celle-là qui va nous permettre de savoir est-ce ce qu'on lui a transmis, le savoir, le savoir-être et le changement d'attitude, est-ce qu'on est arrivé à notre objectif, oui ou non. Alors, au total, 4 temps. Évaluer, faire le contact, diagnostic éducatif, mettre le contrat, apprentissage par les outils d'apprentissage et évaluation de ce qu'on lui a donné. Évaluation, bien sûr, de la technique, du point, de l'examen, de tout ce que vous voulez faire avec le patient. Quel est l'impact? L'impact, ce n'est pas seulement l'adhésion. Pour l'hypertension artérielle, je vous ai dit, 50% des hypertendus arrêtent leur traitement au bout d'une année. Mais pour le diabète de type 2, par exemple, l'éducation thérapeutique nous permet de réduire de 0,8% d'hémoglobine glyquée. Vous savez, c'est quoi 0,8%? Les classes d'antidiabétiques, je ne vais pas citer, une des classes que vous êtes en train de donner aux patients fait baisser de 0,8%. C'est-à-dire qu'une éducation thérapeutique bien conduite fait autant bien qu'une certaine classe d'antidiabétiques oraux. On intervient, on rend le patient indépendant, mais l'impact, il est là. Il est là sur les résultats de l'équilibre de son diabète et sur la bonne prise en charge. Éducation thérapeutique, activité physique. Je ferai un petit sondage face à moi. Bon, là, ceux qui font une activité physique lèvent la main. Vous êtes 7. Vous êtes 7. Comment peut-on conseiller quelque chose si on ne le fait pas? Conviction. L'activité physique a bénéfice sur le diabète, sur le cholestérol, sur le bon cholestérol. L'activité physique fait élever le HDL. On n'a pas de médicaments pour ça. Elle fait baisser l'hypertension artérielle, elle réduit l'obésité, elle réduit la claudication intermittente parce qu'elle ouvre les collatérales, elle réduit l'infarctus du myocarde et enfin, elle améliore le statut cardiovasculaire. Est-ce que vous connaissez un médicament qui fait tout ça?
Quelle activité? Chez le diabétique, plusieurs études. Avant, 2000, 2003, 2004. Même maintenant, si je vous pose la question, quel est le meilleur sport ou activité, pas sport, activité chez le diabétique ou chez l'hypertendu, vous allez me répondre natation, la marche, la marche. Alors, la marche, 30 minutes par jour, c'est ça? Une marche rapide. Ça, c'est l'OMS qui conseille ça pour la population générale, pas pour les patients. Les diabétiques et l'hypertendu, ce n'est pas les 30 minutes par jour de marche seulement. Et plusieurs études le montrent. D'abord, cette étude, le bénéfice de l'activité physique, c'est qu'elle réduit de 0,6% d'hémoglobine glyquée. C'est un traitement pour le diabétique. Elle ne fait pas perdre de poids, malheureusement, et ça on le sait. Mais par contre, elle réduit la masse grasse, c'est-à-dire la graisse, et elle augmente la masse musculaire. On n'aura pas forcément de modification de poids, mais on va avoir une modification de morphotype. Beaucoup de vos patients, ils disent que le poids, ça ne va pas descendre. Parce que, au moins au départ, parce qu'on gagne en muscle. Deuxièmement, et voilà ce qui est important, on améliore l'insulinosensibilité. On peut, et c'est l'activité physique qui va permettre de réduire le risque de diabète. Quel type de sport? Bon, ça c'est les triglycérides et les chiffres systoliques. On réduit les chiffres systoliques et diastoliques. Quel type de sport? Dans vos réponses, vous êtes tous et toutes d'accord qu'on va faire une activité d'aérobie. Courir, nager, marche, vélo. Mais vous serez étonné de savoir qu'il faut intégrer une activité de résistance, de musculation. C'est une recommandation et je vais vous donner les preuves. Même pour vous, en fait. Même pour vous. Aérobie, anaérobie. Aérobie, là où on respire, on arrive à faire pénétrer l'oxygène. Anaérobie, c'est tout ce que vous faites en musculation. Et là, les deux combinés, c'est ce que vous allez conseiller à vos patients diabétiques et hypertendus. Pour les diabétiques et hypertendus, le bénéfice pour le diabète, vous l'avez vu. Pour l'hypertendu, la perte de poids de 1 kg fait diminuer de 1 mm d'AG. Et pour l'activité physique, aérobie plus résistance. Deux types de résistance, isométrique et dynamique. Dynamique, résistance isométrique, c'est ce qu'on vous fait un gainage. Et les trois types d'exercices permettent de réduire les chiffres tensionnels de entre 4 et 5 mm d'AG. Alors, à vos patients, vous allez conseiller certainement activité aérobie plus activité anaérobie. Comment? 150 minutes par semaine d'activité anaérobie, c'est 2h30, et plus 2 à 3 séances d'activité contre résistance, musculation. Et dans le travail anaérobie, gardez cette notion, la fréquence cardiaque maximale, c'est 220 moins l'âge. C'est la fréquence maximale au moment des accélérations, pas un travail de fond. On pourra en débattre après. L'autosurveillance glycémique et tensionnelle, la technique de prise tensionnelle, on l'avait apprise tout à l'heure, c'est très important que le patient prenne sa tension correctement. Pour la glycémie aussi, même chose. On va lui conseiller de la faire au niveau, non pas du bulbe, mais en latéral. On va essayer de lui laver les mains, mais sans utiliser d'alcool. On va lui dire qu'il faut ajuster votre stylo pour que vous n'ayez pas mal. Parce que si vous avez mal, vous n'allez pas faire votre autosurveillance. Le stylo, plusieurs niveaux de pression. Chez une femme, ce n'est pas la peine d'aller à une pression élevée parce qu'elle aura mal sans plus de résultats. Ajustez le stylo injecteur. Le stylo est très important. Faites votre bandelette. Après, c'est le stylo, la gouttelette et notez vos résultats. Le médecin doit évaluer, vous, mais aussi le médecin doit évaluer l'autosurveillance sur un carnet de surveillance. Alors, il me reste les objectifs.
c'est bien de lui dire faites une glycémie. Mais souvent, le patient va venir vous voir au niveau de l'officine pour vous dire Madame, je n'ai pas encore de rendez-vous avec mon médecin, mais est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'hémoglobine glyquée? Oui, oui, elle est bonne. Je peux aussi vous faire l'inverse. Le barh ayert, elle est à 2,5. Qu'est-ce que vous en pensez? Globalement, ce que je partage avec vous, l'objectif de l'hémoglobine glyquée, il est individualisé. On n'a pas tout le monde pareil. Mais globalement, la majorité sont à 7% d'hémoglobine glyquée. Pour arriver à un 7% d'hémoglobine glyquée, c'est inférieur à 1,3 à jeun et inférieur à 1,8 en postprandial 2 heures après le repas. Pour avoir un 7%, glycémie à jeun ne dépasse pas les 1,30. Glycémie après 2 heures du repas ne doit pas dépasser les 1,80 pour avoir dans les 3 mois une hémoglobine glyquée à 7%. Vous avez 3 chiffres à jeun, postprandial et l'hémoglobine glyquée. Pour les chiffres tensionnels, en moyenne pour le diabétique, c'est entre 120 et 130 et entre 70 et 80. Pas plus haut, pas plus bas. On est un tout petit peu plus tolérant avec le sujet âgé qui a plus de 65 ans jusqu'à 150 mm d'AG de systolique, mais pas plus que ça. Enfin, comment conclure cette session? Ce que je vous ai donné, c'est nos besoins, nous, cliniciens. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans votre aide et dans votre approche avec cette notion d'éducation thérapeutique chez des patients avec une pathologie chronique? Approche humaniste, centrée sur le patient. C'est le patient qui nous guide, qui nous oriente. On est là pour l'assister. C'est un processus de soins de long terme. Le patient est gestionnaire. Je ne peux pas prendre la décision à sa place et je ne peux pas faire à sa place. La prise en charge, elle est polyvalente, elle est polyaxe parce que vous êtes partie intégrante. Une coopération, son objectif est de donner les outils au patient pour qu'il vive mieux, sa pathologie et qu'il favorise la gestion et l'adhésion au traitement. Vous avez un contact privilégié, vous avez une confiance, vous avez un savoir-faire, vous avez aussi cette possibilité de travailler avec le patient. Vous avez un rôle primordial dans l'éducation thérapeutique, dans le diagnostic précoce, dépistage des diabétiques et des hypertendus, dans la sensibilisation de la prise en charge thérapeutique, dans la réalisation et l'évaluation d'un bilan de suivi. Et enfin, au quotidien, il ne peut pas voir son médecin quand il veut. Il voit le médecin dans tous les 3 mois. Mais vous êtes là, vous faites de la proximité. Et gardez en tête que le principe même de l'éducation thérapeutique, c'est ce que disait Franklin. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Mais si tu m'impliques et tu me fais faire, j'apprends. Et je vous remercie.